Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'approfondissement. Nous y parlerons plus en détail des composants de l'appareil de radiographie que nous avons survolé dans la vidéo dont le lien s'affiche juste là, à savoir le générateur, l'AEC, le DAB-mètre, la grille antidiffusante et le Bucky. Le but sera ici d'apporter plus de détails à ceux qui veulent aller au-delà de la simple découverte et de la simple vulgarisation dont il a été précédemment question. Sans tarder, nous allons commencer par le générateur. Pour rappel, le générateur a plusieurs rôles. Tout d'abord, il fournit le courant qui va chauffer le filament et libérer les électrons du filament qui vont former un nuage électronique autour de lui. Ensuite, il fournit la haute tension qui va attirer les électrons vers l'anode, les repousser de la cathode, ce qui aura pour effet de les accélérer sur l'anode avec laquelle ils vont entrer en collision pour produire les rayons X. Pour surmonter les hautes températures, les tubes à partir d'une certaine puissance ont des anodes rotatives. Des anodes qui, en tournant, repartissent la chaleur du point d'impact sur un cercle au lieu d'un point. Et dans ces tubes-là, le générateur a aussi pour rôle de fournir l'alimentation électrique du moteur responsable de cette rotation. Une autre mesure prise pour prévenir la surchauffe du tube à rayon X consiste à placer des capteurs de température à l'intérieur. Et dans ce cas, c'est le générateur qui est en charge du monitorage de ces capteurs. Il peut donc empêcher le fonctionnement du tube lorsqu'il est en surchauffe ou même émettre une alarme pour qu'on laisse le temps au tube de se refroidir. Le générateur a également pour rôle de manager d'autres composants dont nous allons parler dans cette vidéo, notamment l'AEC, le DAB-mètre, le Bucky de table, le Bucky mural, certaines alarmes, des freins magnétiques, des lumières, des signalisations, etc. Voilà donc une vue d'ensemble des rôles du générateur à rayon X. Au niveau de l'apparence, le générateur ressemble à un bloc qui renferme des circuits électriques et des composants plus ou moins grossiers. Il peut être caché sur la table d'examen afin d'économiser l'espace dans la salle ou même placé dans un coin de la salle. Et selon leur fonctionnement, on distingue plusieurs types de générateurs. On a des générateurs monophasés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une tension monophasée qu'ils redressent et alimentent le tube à rayon X. On a des générateurs triphasés à 6 impulsions qui reçoivent une tension triphasée et fournissent une tension redressée à 6 impulsions au tube à rayon X. On a des générateurs triphasés à 12 impulsions, c'est-à-dire ils reçoivent une tension triphasée et fournissent une tension redressée à 12 impulsions. Ces 12 impulsions sont obtenues grâce à certaines configurations de transformateurs triphasés. Nous n'allons pas entrer en détail dans ça. On a les générateurs haute fréquence, les générateurs à condensateur et les générateurs à batterie. Mais de nos jours, ce sont ces trois derniers types de générateurs qui sont le plus rencontrés, donc c'est sur eux qu'on va s'attarder. On va voir leur structure, la structure des générateurs haute fréquence, des générateurs à condensateur et des générateurs à batterie. Notons ici que les générateurs à batterie et à condensateur sont aussi des générateurs haute fréquence. Voyons ensemble la structure d'un générateur haute fréquence. Tout part de l'alimentation électrique qui est ici la porte d'entrée du générateur. L'alimentation électrique reçoit une tension monophasée ou triphasée, parfois même une tension fournie par une simple prise électrique comme c'est le cas dans les radios mobiles. Et elle fournit une tension filtrée, corrigée et protégée. L'alimentation électrique est généralement constituée de fusibles, de disjoncteurs, de filtres EMC, de relais, de contacteurs et même parfois de sélecteurs de tension. Pourquoi? Parce que la plupart des appareils de radio sont faits pour pouvoir s'adapter aux 220 volts ou aux 110 volts. Et là, lors de l'installation, généralement, il faut veiller à ce que l'alimentation électrique soit bien adaptée à la tension locale. Au Cameroun, par exemple, c'est 200 volts. Mais je crois qu'en Amérique du Nord, c'est 110 volts. Donc, un appareil de radiographie fait pour fonctionner dans les deux milieux aura son entrée sélecteur de tension. À la suite de l'alimentation électrique, on a un premier redressement et filtrage. Cette partie-ci a pour rôle de redresser la tension monophasée ou triphasée alternative pour la rendre continue et lisse. À la suite du premier redressement et filtrage, on a le hachage. Ils reçoivent cette tension continue et lisse et ils la hachent, c'est-à-dire qu'ils la rendent à nouveau alternative à très haute fréquence.
On parle ici des dizaines de kilohertz. Pourquoi une telle haute fréquence? Parce que en électricité, plus on travaille avec des hautes fréquences, plus on peut diminuer la taille et l'encombrement des composants. C'est pourquoi de nos jours, les générateurs haute fréquence ont pris le dessus, parce qu'ils permettent d'avoir de très bonnes performances dans un espace réduit avec des composants réduits avec moins de contraintes. À la suite du hachage, on passe au lourd. On passe à l'élévation de la tension. Cette tension hachée va passer à travers un transformateur qui va multiplier sa valeur. La partie élévation de tension est constituée d'un transformateur, d'un ou de plusieurs transformateurs. Et elle fournit une tension alternative à très haute fréquence et de très forte valeur. On est déjà passé ici aux kilovolts, les kilovolts qui seront nécessaires pour le tube à rayon X. À la suite de cela, on passe à un second redressement et filtrage. On a une fois de plus des diodes et des condensateurs capables de supporter des très fortes tensions, des dizaines de kilovolts, voire même 100-150 kilovolts. Et c'est cette haute tension redressée et filtrée qui va alimenter l'anode et la cathode du tube à rayon X. Ici, on a une première partie qu'on appelle le circuit basse tension. Le circuit basse tension, c'est la partie qui reçoit la tension, la redresse, la filtre. Et on a le circuit haute tension. Lorsqu'on passe déjà à l'élévation de la tension, on est dans le circuit haute tension. Et ce circuit haute tension est contenu dans un composant qu'on appelle la cuve. On peut l'appeler la cuve, on peut l'appeler le tank, on peut l'appeler dans certains appareils le monobloc. Et vous voyez ici à quoi ressemble une cuve. Et ces deux parties, basse tension, haute tension, constituent le circuit du tube. Parallèlement au circuit du tube, on a un circuit du filament qui prélève la tension dans le circuit basse tension et alimente le filament pour le chauffer. On a également le circuit du moteur lorsqu'on est en présence d'un tube à un autre rotatif qui va prélever la tension du circuit basse tension et fait tourner le moteur de l'anode. On a également un circuit qui prélève la tension du circuit basse tension pour servir d'interface avec la console, l'AEC, le damètre, certaines alettes. On a l'alimentation électrique, comme on l'a dit, du béquille de table, du béquille mural, de la lumière, du collimateur, des électrofreins. Et enfin, on a un processeur. Le processeur ici, c'est le chef d'orchestre, c'est le cerveau du générateur qui va contrôler les autres composants. Et enfin, comme je l'ai dit, on a des générateurs à condensateur et à batterie. Ces générateurs-là sont tout simplement des générateurs haute fréquence auxquels on associe des condensateurs ou des batteries, dont le rôle est ici de conserver l'énergie électrique et de la restituer au moment de l'examen. Les batteries ont le principal avantage de permettre plusieurs examens sans alimentation électrique. Elles sont très pratiques dans les milieux où on coupe beaucoup le courant. Les radios mobiles ont toujours soit des batteries, soit des condensateurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites pour fonctionner sur des simples prises électriques. Une prise électrique, généralement, a un disjoncteur de 16 volts, de 16 ampères, autant pour moi. Ces condensateurs ont pour rôle de se charger pour pouvoir restituer cette énergie au tube à rayon X. Parce que dans les appareils plus costauds, l'appel de courant est très fort. Mais avec une radio mobile, vous prenez une simple prise électrique qui est faite même pour alimenter les congélateurs, les télés, les plaques chauffantes, etc. Vous branchez votre radio mobile et vous pouvez faire un examen. Voilà donc pour ce qui est de la structure générale d'un générateur de radiographie. Il faut savoir ici que cette structure montre le synoptique général. Et ces différentes fonctionnalités que j'ai citées, alimentation, redressement et filtrage, hachage, sur certains appareils, elles peuvent se retrouver sur une seule carte électronique et dans d'autres appareils, elles peuvent se retrouver dans plusieurs cartes électroniques. Mais pour connaître le rôle de chaque carte pour chaque appareil que vous avez en face de vous, le mieux est de vous référer au manuel de fabricant. Nous allons voir la structure de quelques modèles. Par exemple, nous avons ici la radiographie XR6000 du fabricant GE. Voilà à quoi ressemble l'appareil. Et voici à quoi ressemble son générateur. Vous voyez qu'il est caché sous la table d'examen. Voilà les différentes parties. Vous voyez ici, cette partie, il est évident que c'est l'alimentation électrique parce que nous voyons là des fusibles, des connexions électriques, contacteurs, etc. Ici, nous voyons des interfaces. Nous voyons ici son HV tank. Et ici, nous avons le synoptique de ce modèle-ci, le XR6000 de GE.
vous voyez qu'il y a bien une partie alimentation électrique qui reçoit le triphasé, la conversion alternative continue et les autres cartes. La carte High Voltage Inverter, c'est la carte de hachage pour la tension du tube à rayon X. Nous avons le KV Control, qui est une carte qui contrôle les kilovolts, c'est-à-dire qui mesure qu'effectivement les kilovolts qui ont été donnés en consigne sont bien respectés par la carte pour savoir s'il y a un problème ou pas. Nous avons le heater, qui est le circuit du filament. Nous avons le low voltage supply. Nous avons la partie rotation qui contrôle la rotation du tube. Et ici le tube. Donc vous voyez que voici le schéma synoptique de ce modèle-ci. Et nous avons même ici certains schémas plus poussés. Un autre exemple, c'est le CPI CMP 200. C'est un générateur du fabricant d'Air Medical. Voici à quoi il ressemble. Et vous voyez son intérieur, sa cuve, ses circuits. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a des différences avec le modèle de DI que nous avons vu tout à l'heure. Ici, nous avons une radio mobile, le MUX 100D de Mobile DART. Voici à quoi ressemble son intérieur. Et voici le circuit. Vous voyez qu'ici déjà c'est un peu plus compact. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'une radio mobile et l'espace d'encombrement, comme je vous l'ai dit, est crucial. Vous avez ici le HV tank qui est la cuve. Nous avons ici l'inverter unit qui est la partie qui va se charger du hachage de la tension. Et vous voyez les autres composants. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais nous avons des batteries. Donc cette radio peut faire quelques examens sans alimentation électrique. Voyons un dernier modèle ici. Il s'agit d'une radiographie portable, le PXP40HF. Vous voyez qu'ici déjà, c'est beaucoup plus compact. Nous n'avons que 2 cartes et nous avons le HV Tank. Ceci pour vous montrer que les différentes fonctionnalités que je vous ai montrées dans le synoptique sont présentes dans les différents générateurs haute tension de façon classique. Mais en fonction des différents modèles, nous avons certaines particularités. Certaines particularités parfois pour gagner en performance, parfois pour gagner en espace. Vous voyez donc là à quoi peut ressembler l'intérieur d'un générateur et vous comprenez que les différents fabricants peuvent avoir des configurations différentes. Si vous faites face à une panne, généralement les pannes surviennent dans le générateur la plupart des fois. Les autres composants, faut juste remplacer l'ensemble du tube, faut remplacer. Le reste, faut remplacer le détecteur, faut remplacer. Mais le générateur, lorsqu'il tombe en panne, généralement, on se lance dans un troubleshooting. Et la plupart des pannes d'expérience en radiographie, c'est dans le générateur. Lorsque vous êtes confronté à une panne, vous êtes quand même un ingénieur ou un technicien, donc vous pouvez déjà ouvrir, regarder. Ça peut être une panne assez évidente. Mais si vous ne trouvez pas de solution, le mieux est de vous référer au manuel technique du fabricant. Certains fabricants ont des collaborateurs locaux. Au Cameroun, par exemple, si vous êtes face à un problème sur un appareil Siemens, Apelem, Keystream, le représentant, c'est Narouge. Les autres fabricants GE ont leurs représentants, Perlov ont leurs représentants, etc. Mais vraiment, plutôt que de gâter davantage l'appareil, il vaudrait mieux se référer à des experts. Contactez le fabricant. Il a généralement une adresse mail qu'on peut trouver sur Internet. Parfois, il vous réfère à son représentant local qui va vous apporter l'expertise. Le générateur, pour fournir la haute tension, la valeur du courant et le reste, doit recevoir ces informations du manipulateur. Et pour pouvoir recevoir ces informations, il est toujours accompagné de la console. La console peut ressembler à un pupitre avec des boutons en noir et blanc ou en couleur. Mais dans les appareils modernes, la console est tout simplement un ordinateur. Un ordinateur où on entre ces données, les kV, les milliampères ou les masses, et où on obtient généralement aussi l'image. Parce que dans ce cas, le détecteur est généralement connecté aussi à la console. Mais dans les radios mobiles et les radios portables, l'encombrement vraiment doit être minimal. Et dans ces cas, la console est généralement intégrée à l'appareil. C'est-à-dire les boutons sont directement sur l'appareil, la radio mobile ou la radio portable. En radiographie, il y a des valeurs standards de kilovolts et de milliampères ou milliampères secondes pour chaque examen. Mais lorsqu'un individu a une grande masse corporelle, l'image est parfois insuffisante. Par contre, lorsque l'individu a très peu de masse corporelle, il reçoit généralement trop de rayons X. L'image est suffisante, mais il reçoit trop de rayons X. Raison pour laquelle il y a un moyen de permettre à l'appareil de radiographie de couper l'examen dès que l'image est suffisamment bonne. Ceci afin de personnaliser les doses. Et pour faire cela, on a recours à un composant qui s'appelle AEC. L'AEC pour Automatic Exposure Controller. L'AEC se place
juste après le patient et mesure la quantité de rayons X qui traverse l'organe observé. Juste l'organe observé. Si c'est un examen par exemple de la thyroïde, l'AEC va mesurer la dose reçue par la thyroïde. Et une fois que cette dose est suffisante, l'AEC envoie un signal au générateur qui va interrompre l'examen parce que l'image est suffisante. On a connu plusieurs générations d'AEC avant et il y avait ce qu'on appelle les phototimers. Les phototimers étaient tout simplement constitués d'un scintillateur, c'est-à-dire un cristal qui émet une lumière visible lorsqu'il reçoit un rayon X, et cette lumière était mesurée par un circuit électronique. Mais cette technologie est révolue. De nos jours, on utilise des AEC constitués de chambres d'ionisation. Ils sont placés juste avant le détecteur ou exceptionnellement derrière le détecteur en mammographie. Pourquoi? Parce qu'en mammographie, déjà la dose est faible. Donc si on place l'AEC avant le détecteur, l'AEC va apparaître sur l'image mammographique. Dans la mammographie, l'AEC est placé après le détecteur, mais en radiographie, en fluoroscopie, en angiographie, dont nous parlerons dans la prochaine vidéo, l'AEC se place avant le détecteur. Et l'AEC est constitué en réalité de plusieurs cellules. Les cellules sont les surfaces qui mesurent cette dose. L'AEC peut être constitué de 3 cellules, généralement 3 cellules, mais on a des AEC à 5 cellules, à 9 cellules, comme vous pouvez le voir sur cette image. Notons que là, ce que vous voyez, généralement, c'est pas l'AEC. Ce que vous voyez, ce sont des dessins qui vous indiquent où sont situées les cellules de l'AEC, parce que l'AEC en lui-même est caché. Mais là, ce n'est qu'une couverture sur laquelle sont dessinées les différentes cellules de l'AEC. Et lors de l'examen, en réalité, ce sont les cellules qui mesurent la dose reçue. Si on fait un examen de la thyroïde, on va veiller à ce que la cellule qu'on sélectionne soit placée juste derrière la thyroïde. Et les cellules sont concrètement ce qu'on appelle des chambres d'ionisation. Ce terme est compliqué, mais il est assez simple à comprendre. Une chambre d'ionisation, c'est un dispositif qui est en réalité une enceinte scellée qui contient un gaz. De part et d'autre de ce gaz, on a des surfaces conductrices d'électricité qui s'appellent des électrodes. Et aux bornes des électrodes, on applique une tension assez élevée, de l'ordre de 100 volts. 100 volts, plusieurs centaines de volts. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a émission des rayons X, les rayons X traversent cette chambre d'ionisation. Et ce gaz contenu dans la chambre d'ionisation est constitué bien sûr d'atomes. Un atome, ce sont des électrons et c'est le noyau. Les rayons X vont donc séparer des électrons de leur noyau par les phénomènes qu'on a vu quand on parlait du tube à rayons X. Et les électrons seront attirés par l'électrode positive, tandis que le noyau sera attiré par l'électrode négative. Parce que l'électron est chargé négativement, le noyau est chargé positivement. Et lorsque l'électron va aller dans la borne positive et le noyau aller dans la borne négative, cela va créer un courant électrique qui sera mesuré. Ce courant est proportionnel à la quantité d'atomes séparés par les rayons X et la quantité d'atomes séparés par les rayons X est proportionnelle à la dose de rayons X reçue. Voilà comment la chambre d'ionisation mesure la dose de rayons X qui la traverse. Donc, chaque cellule est une chambre d'ionisation. Et voilà la technologie utilisée par l'AEC. Si un AEC a 3 cellules, ça veut dire qu'il s'agit de 3 chambres d'ionisation. 5 cellules, 5 chambres d'ionisation. 9 cellules, 9 chambres d'ionisation. Et lors de l'examen, le manipulateur sélectionne les cellules qui doivent interrompre l'examen. Voyons ensemble les caractéristiques techniques du modèle VacuTech. Nous voyons ici ces caractéristiques. Comment sont placées les cellules pour l'examen. Si le manipulateur veut faire un examen des poumons, il active ces 2 cellules de part et d'autre. Mais s'il veut faire un examen, par exemple, de la colonne vertébrale, il active cette cellule centrale. Et notons qu'il existe sur le marché des modèles de détecteurs qui intègrent déjà des AEC, comme le CDXI Elite, que vous pouvez voir en image. Comme nous l'avons dit, l'AEC mesure la dose qui traverse l'organe qu'on examine. Mais il serait utile, parfois même il est crucial de mesurer toute la dose émise par le tube à rayons X. Et pour ça, on a plutôt recours à un autre composant qui s'appelle le DAPMER, DAP ou Dose Area Product. Il se fixe juste à la sortie du tube à rayons X après le filtre olécocollimateur
Et il ne mesure pas seulement la dose émise par le tube, mais il prend en compte la dose émise et la surface couverte par le rayonnement. Tout comme l'AEC, le dapmètre est une chambre d'ionisation, tout simplement. Voici quelques modèles de dapmètre. Il en existe plusieurs types. Il y a des dapmètres qui sont directement intégrés à l'appareil et qui se connectent au générateur, comme on l'a dit. Mais il y a aussi des dapmètres indépendants du système, c'est-à-dire le dapmètre est autonome. Il a son petit écran, pas besoin que le générateur mesure sa dose. Il a son écran qui affiche la mesure. Il a sa petite imprimante qui peut imprimer. Il a même parfois sa batterie, donc pas besoin d'être alimenté par le reste du système. Et il a son outil pour le fixer. Il a des moyens de communication, c'est-à-dire vous pouvez brancher des devices, par exemple un ordinateur ou alors le réseau même de l'hôpital pour qu'il transmette ces informations. Les modèles sont variés. Voici par exemple les caractéristiques techniques des modèles VacuDAP Duo et VacuDAP Bluetooth. Bluetooth, il transmet carrément ces informations par Bluetooth du fabricant Radcal. Et il y a un modèle que j'ai voulu vous montrer, le VacuDAP Compact, parce que parmi ces caractéristiques, il montre la tension appliquée entre les électrodes. Vous voyez ici, chamber voltage, 300 volts. La tension appliquée entre les électrodes de la chambre d'ionisation. Il ne s'agit pas de la tension d'alimentation du dapmètre. Le dapmètre est alimenté par une petite tension 12 volts, par exemple, mais il a une électronique interne qui lui permet de convertir cette tension pour avoir une très forte tension entre les électrodes de la chambre d'ionisation. Tension qui atteint ici 300 volts pour le modèle VacuDAP. Donc ne croyez pas que votre générateur va fournir 300 volts au dapmètre. À présent que nous avons parlé du dapmètre, parlons de la grille. En traversant le patient, certains rayons X sont diffusés. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas une trajectoire rectiligne, ils sont déviés. Et ces rayons X-là contribuent à rendre l'image floue. On ne peut pas empêcher la diffusion de ces rayons X parce qu'en traversant le corps humain, ils se diffusent toujours. Mais on peut empêcher ces rayons X d'atteindre le détecteur et de rendre l'image floue. Pour cela, on a recours à la grille antidiffusante. Concrètement, la grille antidiffusante est une fine plaque. À l'intérieur de cette plaque, on a des lamelles. Des lamelles faites en matériaux radio-opaques, c'est-à-dire matériaux qui bloquent les rayons X. Il peut s'agir généralement du plomb, il peut s'agir du tungstène. Et entre ces lamelles, on a un espace. Cet espace est constitué d'une matière qui laisse passer les rayons X. Il peut s'agir de l'aluminium, il peut s'agir de la fibre de carbone ou d'autres éléments. Vous voyez ici la différence entre une image prise sans grille antidiffusante et une image prise avec grille antidiffusante. Dans l'image prise sans grille antidiffusante, on a beaucoup de flou, on a peu de contraste. Ça veut dire qu'on distingue difficilement les différents organes. Mais dans l'image prise avec grille, ce problème est résolu. Les grilles ont plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, la trame de la grille. On a des trames linéaires et des trames croisées. Une trame linéaire, ça veut dire que les grilles sont tout simplement des lignes parallèles. Et une trame croisée, c'est deux trames linéaires croisées, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'a plus des lignes, mais on a des croisements. Comme autre caractéristique, on a l'orientation de la grille. Les grilles parallèles sont des grilles où les lamelles sont tout simplement parallèles. Et une grille focalisée est une grille où les lamelles sont un peu focalisées. Pourquoi les focaliser? Parce que cela impacte sur la distance entre le tube et la grille. Lorsque les lames sont parallèles, les bords de l'image peuvent être floutés. Mais lorsque les lames sont focalisées, la grille est faite pour fonctionner. La grille est faite pour que le tube se place à une certaine distance. Au-delà ou en dessous de cette distance, l'image sera floue. Donc, on peut avoir des grilles à trame linéaire et parallèle ou focalisées. On peut avoir des grilles à trame croisée, parallèles ou focalisées. Les grilles à lame focalisées sont meilleures. Elles sont meilleures en termes de qualité de l'image à la fin. On a également d'autres types de grilles comme des grilles fixes qui ne bougent pas et les grilles mobiles ou oscillantes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une grille fixe, parfois ces lamelles de plomb ou de tungstène forment des ombres sur l'image. Et pour parer ce problème, on a ce qu'on appelle des grilles oscillantes. Grilles oscillantes qui ont été inventées par Hollis Potter en 1915. D'après certaines documentations, Hollis Potter a eu l'idée de grille oscillante en même temps qu'un certain Eugene Caldwell. Mais c'est Hollis Potter qui a présenté la grille oscillante en 1915. Par contre, la grille a été inventée
en 1913 par Gustav Bucky. Donc la grille fixe a été inventée par Gustav Bucky en 1913 et la grille oscillante a été inventée par Hollis Potter en 1915. On a également des grilles qui se fixent directement sur la cassette, qui sont comme des réceptacles où on enfonce la cassette. Et on a des grilles virtuelles. La grille virtuelle n'est pas une grille physique. Il s'agit tout simplement d'un logiciel qui améliore l'image. C'est-à-dire, on n'utilise pas de grille, mais le logiciel améliore l'image comme si on avait une grille. La grille a également des caractéristiques chiffrées. Comme première caractéristique d'une grille, on peut citer le rapport de grille qui se note R. Le rapport de grille, c'est la hauteur des lamelles divisé par la distance entre deux lamelles. Le rapport de grille varie typiquement entre 15 et 16. Les valeurs assez faibles, 5 et 6, tolèrent mieux le désalignement de la grille et sont utilisées généralement en radiographie mobile ou pédiatrique, c'est-à-dire des enfants, tandis que les fortes valeurs 8, 10, 12, 16 offrent une meilleure élimination des rayons diffusés, mais tolèrent moins le désalignement. Ça veut dire que la grille doit être parfaitement alignée au tube. Comme autre caractéristique, on a le rapport de transmission T. T est égal à l'épaisseur d'une lame divisé par l'épaisseur d'une lame plus la distance entre deux lames. On a également comme autre caractéristique la distance focale qui se donne en mètres. Elle concerne les grilles focalisées. Au-delà ou en deçà de la distance focale, même les rayons X droits primaires seront bloqués par la grille. On a également la fréquence de grille. La fréquence de grille désigne le nombre de lamelles de plomb ou de tungstène par centimètre. Sa valeur typique varie entre 30 et 80 par centimètre. Comme autre caractéristique de la grille, on a le ratio de transmission primaire qui se note TP. Il s'agit tout simplement de la proportion de rayons primaires de rayons droits transmis. Idéalement, TP doit être égal à 100%. On a le ratio de transmission diffusée, qui est égal à la proportion de rayons diffusés transmis. Idéalement, TS doit être égal à 0%. On a la sélectivité de la grille qui est égale à TP divisé par TS et sa valeur typique aussi entre 6 et 12. L'idéal est que cette sélectivité soit aussi élevée que possible et elle se note sigma. On a le facteur d'amélioration de contraste noté K qui est égal au contraste avec gris divisé par le contraste sans gris. Plus il est élevé, meilleure est la grille. Généralement, il augmente avec le rapport de grille et sa valeur typique est comprise entre 1,5 et 4. On a le facteur de Bucky qui se note généralement B et qui est égal à la dose incidente divisée par la dose transmise. C'est-à-dire la dose reçue par la grille divisée par la dose qui traverse la grille. Sa valeur oscille généralement entre 2 et 6. Voilà quelques caractéristiques d'une grille antidiffusante. Enfin, le dernier composant d'un appareil de radio dont nous allons parler, c'est le Bucky. Bucky qui est le nom de celui qui a inventé la grille antidiffusante. Le Bucky désigne tout simplement le compartiment dans lequel sont logés le détecteur, l'AEC, la grille. Pas toujours le détecteur, parce qu'il y a des examens qu'on fait hors du détecteur. Ce sont des examens en exposition libre. On a parlé des grilles oscillantes. Et lorsqu'une grille est oscillante, c'est le Bucky qui comporte le mécanisme qui va faire vibrer la grille. Dans ce cas, on parle généralement du Potter Bucky. Potter, celui qui a pensé à faire osciller une grille. Donc, on parle du Potter Bucky lorsqu'on est en présence d'un Bucky doté d'une grille oscillante. Et le Bucky est alimenté par le générateur avec lequel il communique. Parce que parfois, le Bucky peut avoir un message d'erreur, il peut avoir un problème, ce qui conduit à un message d'erreur qui est capté par le générateur et le générateur peut aussi interrompre un examen ou bloquer les examens. Donc, ça peut parfois être une cause de problème ignoré. Parfois, votre appareil ne fonctionne pas tout simplement parce que le Bucky de table ou le Bucky mural envoie un signal d'erreur. Vous voyez sur ces images à quoi ressemble un Bucky de table et à quoi ressemble un Bucky mural. Le Bucky coulisse généralement pour s'adapter à la taille du patient lorsqu'il s'agit du Bucky mural ou même à la position du patient lorsqu'il s'agit du Bucky de table. Et pour le fixer, il y a des électroaimants qui bloquent et débloquent le mouvement. Vous appuyez sur un bouton, généralement sur le Bucky mural, ou alors il y a un mécanisme carrément. Et sur le Bucky de table, généralement, ce bouton, pour faire bouger le Bucky, généralement le bouton est intégré au Bucky. Et pour faire bouger l'ensemble de la table sautante, généralement le levier s'active avec le pied.
Voilà, le rôle du Bucky est de recevoir le détecteur, la grille, l'AEC. Et on parle de Bucky Potter lorsque la grille est oscillante. C'est le Bucky, dans le Bucky Potter, c'est le Bucky qui contient le mécanisme qui fait vibrer la grille. Comme dernière information, je vais mentionner que de tous ces composants dont on a parlé, seul le générateur est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'AEC, le Bucky, le dapmètre et la grille améliorent grandement, alors là, grandement les performances d'un appareil de radiographie. Mais ce sont des composants optionnels. Certains appareils de radiographie se vendent sans eux. Parfois des appareils de radio mobile, des petits appareils de radio se vendent sans eux. D'autres sont vendus en option, c'est-à-dire vous achetez un appareil de radio, mais l'AEC est optionnel, le dapmètre est optionnel. Vous avez un détecteur, vous pouvez acheter une grille dans laquelle vous insérez votre détecteur, mais vous n'êtes pas obligé, mais ça va améliorer les choses. Donc ces composants sont optionnels, ils ne sont pas indispensables. Mais le générateur n'est pas optionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, ou du moins, si vous l'avez trouvée longue, j'espère que cette longueur était justifiée à vos yeux. Elle concernait beaucoup plus les personnes qui sont très intéressées par ces composants, notamment les étudiants du biomédical, les professionnels du biomédical, les manipulateurs des appareils, ou même les médecins. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu ou si vous la trouvez intéressante. Je vous invite à commenter si vous avez des questions, des suggestions ou même des critiques. Je vous invite à partager afin que d'autres personnes puissent aussi apprendre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons un peu nous éloigner de la radiographie et nous allons parler d'autres technologies qui utilisent le même principe que la radiographie, mais qui permettent de voir des anomalies, des maladies qu'on ne voit pas en radiographie. Nous parlerons de la fluoroscopie, de l'angiographie, de la mammographie, de la radiographie dentaire et d'ici là, portez-vous bien.